Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Florian, Creative Handicap, en direct de, non pas du balcon, parce qu'aujourd'hui il fait froid, en cet Xème jour de confinement, j'espère que vous portez tous bien. Puis aujourd'hui on va parler de Raymond Isidore. Raymond Isidore, il est plus connu sous le nom de Picassiette. Picassiette, il naît le 8 septembre 1900, dans une famille misérable de 8 enfants. Son père est alcoolique, violent. Il va mourir en hôpital psychiatrique d'ailleurs, et sa mère est très très pieuse, et elle fait ce qu'elle peut pour ses enfants, mais elle, à son tour, elle finit par sombrer dans l'alcoolisme aussi. Alors, le Raymond, il est frappé de cécité, on ne sait pas trop pourquoi, c'est une maladie ou un problème psychosomatique, et toutefois il guérit miraculeusement, mais réellement miraculeusement vers 10 ans, en embrassant le pied du pilier Notre-Dame de la cathédrale de Chartres. Ça le suivra toute sa vie, cette histoire. Il va faire son service militaire au 3e régiment d'artillerie coloniale à Vincennes pour ses classes, puis part en Allemagne. Et là, il est canonnier et il servira affecté aux cuisines. Il obtiendra d'ailleurs un certificat de bonne conduite. Puis de retour de l'armée, il fréquente des drôles de gars, des durs. Puis il en prend le style, jusqu'à sa rencontre avec Adrienne Roland, qui est une lingère, veuve avec 3 enfants. Elle a 11 ans de plus que lui. Il se marie avec elle en 24 à la mairie et en 25 à la cathédrale, puis ils vont s'installer, tous les 5, dans un appartement d'un misérable quartier de la basse ville. Pendant cette période, Raymond, il est mouleur, il est communiste, il est luma, il se rend en manifestation. Puis en 26, il travaille comme chauffeur de tramway à vapeur sur la ligne Chartres-Angerville. En 28, il s'achète un premier terrain, qu'il revend sans rien y avoir fait d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi exactement. On s'accorde à dire qu'il aurait peut-être renoncé à construire sur ce terrain parce que il a eu une mésaventure, la foudre serait tombée à côté de lui quand il débroussaillait un jour, il aurait une peur bleue. Les avions qui passaient au-dessus lui mettaient aussi une peur bleue. Enfin, bon, plusieurs suppositions par rapport à ça. Toujours est-il qu'en 29, le 24 décembre pour Noël, et là il achète un terrain de quelques arts. Et il commence à construire sa maison. Alors sa maison, c'est un simple rectangle, sans eau, sans électricité. Et 1 an plus tard, après avoir appris le décès de sa mère, il est effondré. Et malgré la présence de sa femme et des 3 beaux enfants qui sont là, il se dira tout seul. En 31, la famille Isidore s'installe enfin dans la maison. Et pendant cette période, lui, il va acheter 2 parcelles pour y établir son potager et son verger. Il a un caractère difficile, le Raymond. Ça lui joue des tours. Il vit de petits boulots, et particulièrement en tant que jardinier, il adore ça. En 1933, la technologie va remplacer le tramway par des cars, alors on lui propose une place de conducteur. Et là, il refuse catégoriquement, il a peur d'écraser les gens. Il est au chômage, il tente plusieurs expériences dans le commerce avec les indemnités, mais ça, c'est vraiment sans succès. Donc en juin 1935, il travaille au dépôt d'ordures de la ville. En 1936, il est nommé cantonnier, et là, il gravit progressivement tous les échelons. De 1936-1937, il apprend à jouer seul de l'accordéon, et là, il tient une guinguette dans son jardin. Il est sportif, il joue au foot, et il crée même l'amicale des marcheurs sur Chartres. Mais malheureusement, il semble être en quête d'autre chose, et c'est au hasard de ses promenades à travers les champs qu'il aperçoit des petits morceaux de verre, des petits morceaux de porcelaine, de vaisselle cassée. Là, il les ramasse et il les amoncelle dans un coin de son jardin. Et puis, l'idée lui vient, sa maison achevée, en autodidacte qu'il est, qui va s'employer à la décoration extérieure et intérieure. Et puis c'est ainsi que les murs, objets, sols, tout va se décorer dans sa tête. Son art lui est dicté selon lui par des voix célestes, des rêves nocturnes. Alors interminablement, après ses heures de travail ou ses périodes de chômage, il écume les poubelles, la salle des ventes, où il va pour quelques pièces dérisoires. Et puis il emporte ses trésors, des chines bleues, des compagnies des Indes, de la porcelaine, etc. Puis il s'attaque au mur extérieur de sa maison. En 1939, c'est la guerre, il est mobilisé, réformé pour raisons inconnues. Et pendant que la guerre fait rage et détruit tout, le Raymond, lui, il construit, il embellit. En 1941, il travaille dans un entrepôt de charbon. En 1945, il redevient ouvrier à l'équipe de solidarité pour la ville. Il devient machiniste 2 ans aussi pour le théâtre municipal et pour lui, grand, timide, pudique, c'est un vrai calvaire. Parce qu'il est contraint d'aider les comédiennes à se vêtir ou se dévêtir. De 40 à 58, il y a une petite succession d'embauches, de démissions qui vont ponctuer son parcours professionnel. Et Raymond est reconnu par ses collègues comme un homme simple, doux, consciencieux, sobre et ponctuel, mais l'injustice le révolte et il se met dans des colères épouvantables. Il est super soupolé, notre ami. En 1949, il s'accroche avec le directeur et se fait renvoyer.
Il s'ensuit une crise où il doit faire un séjour en psychiatrie. Il retravaille pour l'équipe de solidarité et il a une violente altercation avec le directeur des travaux. Ce dernier l'expédie comme balayeur de cimetière. Une vraie injustice pour Raymond qui rêvait d'être jardinier municipal. Je suis dans la mort puisqu'on m'a mis balayeur dans un cimetière comme quelqu'un qu'on rejette parmi les morts. Mais jardinier, il le deviendra, il en sera seul maître de ses décisions et c'est sur les murs de sa maison qu'il plantera ses fleurs de porcelaine. Incompris, moqué, considéré comme un drôlet, on le surnomme Picassiette. Et en 1952, sa maison est terminée. Décorée à l'intérieur comme à l'extérieur, il marque une pause. Et c'est aussi la date d'une première publication sur Picassiette. Alors on visite alors la maison de Picassiette. Ah, n'hésitez pas à m'envoyer des touristes, Picassiette les recevra toujours avec plaisir. Ou alors, je suis toujours d'accord, si on veut faire des photos et je réponds à toutes les questions qu'on me pose, je dis toujours, revenez me voir. Et puis, l'artiste démuni d'inspiration, en grande souffrance mentale, devient sauvage. Il se met à fuir les visiteurs, laissant le soin à son épouse, maman Picassiette, d'organiser les visites. C'est en février 56 qu'il va acheter un terrain voisin qui lui permet de doubler sa surface et là il poursuit son œuvre. En 58, il démissionne pour raison de santé, il laisse libre cours à son art. Puis début des années 60, sa santé se dégrade rapidement. Ses forces déclinent, il lui reste plus beaucoup de temps avant de passer à trépas. Et il se met à exécuter des fresques plutôt que des mosaïques afin d'accélérer son cheminement au cas où. Il reprend la mosaïque sur certaines fresques quand il a un regain d'énergie. Puis arrive la phase où il n'arrive plus à aboutir dans ses projets, où l'inspiration semble se tarir. Et là, Raymond se retrouve désœuvré en pleine détresse. En avril 60, la ville souhaitant réaliser un vaste projet immobilier social, il va se retrouver exproprié. Il perd son potager, sa maison et son verger, eux, sont sauvés de justesse. Son petit verger si tranquille est à présent encadré de nouveaux voisins, pas très recommandables, et malheureusement, il est régulièrement la cible de voleurs. En 62, les petits revenus encaissés par Adrienne pour la visite de la maison risquent de rendre imposable Raymond Isidore qui, sur un coup de tête, décide de jeter le pécule à la mare. Raymond perd la tête, il se prend pour le descendant du Christ. Puis parfois, il admet que sa maison est terminée, que l'esprit s'est tu, qu'il a accompli sa mission, qu'il s'agissait du passe-temps de sa vie. Les clichés de l'époque montrent d'ailleurs un homme très vieilli, triste, édenté, désœuvré. En 64, les crises délirantes s'enchaînent, il perd la raison, et dans un délire, il annonce la fin du monde, et affirme que la Terre va se diviser en deux. Et le 5 septembre 64, à quelques jours de son anniversaire, il se rend une dernière fois à la salle des ventes pour y rencontrer le commissaire-priseur montrant la bande dessinée d'un journal local, et là il va lui dire « Eux aussi me poursuivent, voyez les petits nuages ? Ça me représente. Tout le monde me poursuit parce que j'ai de l'argent. L'être suprême annonce que c'est la fin du monde parce que je dis ça, alors tout le monde m'en veut. » Et dans l'après-midi, un orage éclate, il s'enfuit, désorienté. Tard dans la nuit, il annonce à la tenancière d'un bar que le lendemain, il sera mort. Qu'il va mourir cette nuit-là seul, dans un fossé au Grand Pré, et qu'il ne doit pas mourir chez lui. Il demeure alors introuvable jusqu'à ce qu'un couple en voiture l'aperçoive le lendemain en soirée, agonisant sur le bord de la route, la bouche emplie de terre. Il est ramené chez lui et il y décède au petit matin. En novembre 79, sa veuve quitte la maison pour vivre en maison de retraite. Et 2 années plus tard, la ville de Chartres achète la maison. Et c'est en 83, la maison Picassiette devient classée monument historique. Alors à quoi elle ressemble cette maison ? Cette maison de Picassiette, elle est située sur un petit coteau dominant la route de Chartres en Eure-et-Loire, parmi les pavillons de province, d'architecture naïve plutôt, où règnent des fresques et des mosaïques de faïence, de verre coulés dans le ciment. Des réalisations sans dessin préalable d'ailleurs, résultat de ses rêves, poussés par la croyance qu'il avait profondément en lui. J'avais d'abord construit ma maison pour nous abriter. La maison achevée, je me promenais dans les champs quand je vis par hasard des petits bouts de verre, des débris de porcelaine, vaisselle cassée. Je les ramassais sans intention précise pour leur couleur, leur scintillement. J'ai trié le bon, jeté le mauvais, je les ai amoncelés dans un coin de mon jardin. Et alors l'idée me vient d'en faire une mosaïque pour décorer ma maison. Au début, je n'envisageais qu'une décoration partielle, se limitant au mur, et finalement, j'ai fait ma maison à mon goût pour être dans mon milieu, ça me semblait naturel. 33 ans à bâtir, décorer, seul, en dehors de ses journées de travail. 33 ans, c'est 29 000 heures de travail, 4 millions de débris de vaisselle, ça fait 15 tonnes. Et malgré un succès local tardif, il ne connut sa vie durant qu'incompréhension et moquerie. Sa première maison, tout, absolument tout est décoré. Le fronton d'entrée,
C'est un mur entièrement décoré de mosaïques encadrant une fenêtre large aux barreaux bleus. 2 pots de fleurs surplombés de 2 disques se détachent harmonieusement de ce patchwork chatoyant. Une rosace au-dessus de cette fenêtre, à l'allure d'une rosace de cathédrale, nous suggère peut-être alors sa dévotion toute particulière. Des fleurs, un point jaune entouré de 4 ou 6 pétales, blancs, rouges, lit de vin, roses, toutes les couleurs, un feu d'artifice de couleur florale, plutôt pastel d'ailleurs, qui se détache du reste de la fresque, au fond essentiellement bleu et blanc. Sur toutes les façades de la maison, ce sont des fleurs, grandes, petites, mais il ne s'arrête pas là, notre Raymond. On entre dans la cuisine et là aussi tout, absolument tout est décoré. Au mur, une fresque du Mont-Saint-Michel, où 2 hirondelles volent en sa direction. Le sol, c'est une mosaïque. On y décerne un tapis recréé. Les meubles, même, sont recouverts de motifs floraux. La table, les chaises, les guéridons, buffets, tout, absolument tout, jusqu'au tuyau de poêle, est embelli, décoré, gai et étonnant. La chambre à coucher, on y voit une oasis marocaine, le lit est décoré, la machine à coudre même, les coffrets, l'armoire, le sol. L'ancienne chambre des enfants, devenue boudoir, nous offre une fresque représentant 2 biches allant boire à la rivière. La totalité des murs l'est aussi, décorée de 1000 fleurs et le sol en devient végétal. Les plinthes, les chaises, fauteuils, guéridons, vases, rien n'échappe à la mosaïque. Chez les Isidore, on aime les animaux aussi et on les retrouve partout sur les mosaïques. Raymond possédait entre autres un chien, des oiseaux qu'il nourrissait, 2 chats qu'il avait recueillis, des lapins, poules, ils ne seront jamais mangés d'ailleurs parce qu'il ne savait pas les tuer, une oie et une tourterelle. Alors cette dernière, elle survivra à Raymond et à sa femme parce qu'elle vécut plus de 20 ans. D'ailleurs, cette tourterelle, il l'avait attrapée et offerte à sa femme. Il en dira d'ailleurs, l'esprit est là, ce sont les bêtes qui recueillent l'esprit. Je voudrais qu'il y ait des fleurs partout, partout des fleurs, des oiseaux, des êtres inoffensifs. Les bêtes sont plus intelligentes que nous et mieux vaut avoir affaire aux animaux qu'aux hommes. Ça a plus de reconnaissance. Mais Raymond construit et décore une chapelle aussi. Et un espace extérieur baptisé le trône du balayeur, où un trône de ciment décoré se retrouve sur une estrade de 2 marches. Le tout est mosaïque. Alors, de par les formes arrondies de cette pièce architecturale, de toutes ces pièces architecturales créées, on ne peut pas s'empêcher de penser à Gaudí. Le tombeau noir aussi révèle une multitude d'édifices religieux formant une mosaïque entière. On y voit entre autres Notre-Dame, Chartres. On y voit aussi sculpter le couple Isidore, une fresque incroyable, qui représente la ville de Chartres au Moyen-Âge. On y découvre aussi, au hasard de notre regard, un portrait en pied de Landru. Allez savoir pourquoi. Il y a aussi le jardin. Le jardin, oui, mais le jardin aux statues, avec le pasteur et l'oiseau, sculpture incroyable. Mon jardin, c'est le rêve réalisé, le rêve de la vie où l'on vit en esprit dans l'éternité. Au fond du jardin, une impressionnante fresque appelée le mur de Jérusalem représente la ville sainte. Ces monuments sacrés, pour s'en approcher d'ailleurs, il faut monter 5 marches, et devant laquelle un nouveau trône là prend place, le trône de l'Esprit du ciel. Pique-assiette, ah ce surnom railleur et simpliste, issu d'ignorants et donné par sarcasme. Finalement, Pique-assiette lui sied à présent à merveille, car ne révèle-t-il pas un homme généreux, à l'appétit créateur insatiable, offrant une orgie d'œuvres colorées et harmonieuses? Le mysticisme avéré de Pique-assiette, en poussant plus loin, ne pourrait-on pas le voir en Christ, lors de la scène, partageant ses symboles d'altruisme lors d'un dernier repas, comme Raymond, qui présentant ses œuvres dira « Je pense trop, je pense la nuit, je pense aux autres qui sont malheureux. Ça m'empêche quelquefois d'être heureux, je voudrais leur expliquer. L'esprit m'a dit ce que je devais faire pour embellir la vie. Beaucoup de gens pourraient en faire autant, mais non, ils osent pas. Moi, j'ai pris mes mains et elles m'ont rendu heureux. Je voudrais être un exemple. Nous sommes dans un siècle pas bien, il faut revenir aux sources, il faut, oui, mettre des fleurs sur les vivants. Et quand on voit pleurer les gens dans un cimetière, on pleure aussi. Je voudrais qu'en partant d'ici, les gens aient envie de vivre aussi parmi les fleurs et dans la beauté. Je cherche une voie pour que les hommes sortent de la misère. Et je terminerai sur ces citations. Je suis comme quelqu'un qui est caché, qu'on a caché. Je dois sortir, me sauver de la mort pour rejoindre mon esprit. D'après moi, on ne meurt pas. Le corps se désagrège, mais l'esprit vit toujours. Voilà. C'était l'histoire de Raymond, Pique-assiette. Je vous souhaite un excellent confinement. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.